Comme chaque année, on a eu énormément de daubes au cinéma. Bonjour à tous, c'est bon, on y est enfin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débuter les vidéos bilan de fin d'année. On commence comme chaque année avec le flop des films de 2025. On enchaînera avec le top qui sortira demain. Il y aura ensuite la vidéo des attentes films, séries et jeux vidéo de 2026. Et ensuite le top et le flop séries. Donc on commence avec les films. J'ai vu cette année environ 110 films, j'en ai vu précisément 108, et c'est une année où j'ai pas mal été au cinéma, je crois que c'est la troisième année où je vois le plus de films depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube, et c'est une année malheureusement qui a été particulièrement, je trouve, peu relevée, parce que, alors, on en reparlera plus dans le top qui sortira demain, mais j'ai eu très peu de coups de cœur cette année, pour ne pas dire quasiment aucun. 2025, ça a du coup été une année assez triste sur ce point, mais en tout cas, comme chaque année, on a vu de nouveau beaucoup de merde, et on va en parler dès maintenant. D'ailleurs, j'ai changé le style des miniatures pour les vidéos bilan, les tops et les flops. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je vais tenter des nouvelles choses et je vais peut-être m'amuser un petit peu avec les visages qui apparaissent d'ailleurs sur la miniature. Et attention, 2-3 précisions supplémentaires avant de débuter. Il s'agit ici des films que j'ai vus cette année. D'ailleurs, la quasi intégralité des critiques seront disponibles sur la chaîne pour quasiment tous les films. Mais il s'agit oui des films que j'ai vus cette année. Il y en a certains que j'ai un peu boycott. Par exemple, Five Nights at Freddy's 2. Je pense que ça avait sa place dans ce flop. Mais j'ai pas été le voir, j'ai pas aimé le premier film, donc voilà, à quoi bon. Et du coup, c'est le moment de se lancer. Le flop des films de 2025, c'est parti. Minecraft, le film. This is junk. An ender pearl. Teleports you to wherever you throw it. Yeah, right. And that was the only one I had. No biggie. L'adaptation du jeu vidéo, et c'était vraiment pas dingue. Par contre, waouh, le succès de fou en salle, quasiment 1 milliard de dollars de recettes. Pour le coup, sur ce point, j'étais complètement à côté de la plaque, et pourtant, ça va, au niveau du box-office, je m'en tire pas trop mal, généralement. Mais là, je pensais vraiment que ça allait flopper. Je pensais pas du tout que ça allait s'approcher d'un milliard de recettes. Ça, pour moi, mais c'est une folie. Est-ce que les suites seront prévues? J'imagine, vu comment ça a cartonné. J'étais pas la cible, c'était très what the fuck. C'était du Minecraft, vous savez, à la sauce Jumanji. Et c'était complètement ridicule, consternant. À la limite, je pense que ça serait bien mieux passé si ça avait été en fait un film d'animation. Là, on se retrouvait avec des personnages qui étaient trop idiots à suivre, hein, pour moi. C'était le Jack Black chaud. Alors oui, on lui a dit d'être visiblement ce qu'il est sur les réseaux. Limite, on lui a dit, voilà, Jack, fais ce que tu fais généralement, éclate-toi. Bon, après, c'est vrai qu'on préfère quand même être avec lui qu'avec les autres personnages qui sont complètement nazes et oubliables. On s'en fout totalement de ces gens. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de personnages? C'est incompréhensible. On retrouve aussi Jason Momoa qui est là pour faire le clown. Bon, voilà. Et on a alors beaucoup d'effets spéciaux et de fonds verts qui sont parfois dégueulasses. Alors il y a certains personnages 3D qui parfois sont plutôt bien foutus, ça va. Mais bon, c'est quand même très difficile de dire qu'on est satisfait d'un point de vue technique. Jack Black, hein, qui doit aussi interagir avec ses personnages 3D, on sent que c'est pas très bien fait, on sent que Jack Black joue avec rien en face de lui. On n'est pas Avatar qui veut. À la limite, oui, les décors passaient plutôt bien, il y en a pas mal qui ont été faits justement pour le film, et je pense que oui, c'est l'un des seuls bons points, parce que pour le reste, oui, ça fait clairement partie des flops de l'année. Hurry Up Tomorrow. Call me by the old familiar name. Le film de et avec The Weeknd, ça, je me suis bien fait défoncer. Je me suis un peu fait tomber dessus par des fans féroces du chanteur parce que, oui, j'avais pas forcément dit du bien du long métrage, j'avais rien compris, etc., etc., bon, vous connaissez. Et c'était le premier rôle au cinéma pour The Weeknd, on l'a plutôt vu du côté de la télévision avec The Idol, par exemple. Et oui, c'était naze, hein, c'était égocentrique, hein, c'était très gênant finalement de suivre ça. On se retrouve dans le délire dépressif du gars, alors oui, c'est son personnage de The Weeknd qui l'enterre avec ce film. Son personnage de The Weeknd qui va devenir, je crois que c'est Abel, c'est son futur nom de scène. Et on va parler ici de pression, de stress, d'alcool, de drogue, de problèmes d'entourage, les sujets qu'on retrouve finalement à chaque fois dans le monde du show business. Il n'y a pas forcément de surprise ici. Et il y a une démarche finalement très narcissique autour de ce projet qui m'a un peu posé problème. Surtout que The Weeknd est là vraiment pour se poser comme une victime. Il parle très peu durant le film, donc oui, il y a très peu de jeux d'acteurs. J'ai presque envie de dire heureusement, parce qu'il y a seulement 2-3 scènes où il doit jouer et ça joue très mal. On se demande ce que font Jenna Ortega et Barry Keoghan ici. À chaque fois, je me disais, mais
qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils se sont perdus dans ce projet? Mais en tout cas, merci à eux de l'avoir accompagné dans ce délire. C'était complètement inintéressant, too much, très long pour un truc seulement d'1h45, vu ce que ça va raconter. Il y a très peu de dialogue, ça se veut, vous savez, un petit peu onirique, mais finalement c'est bien plus chiant qu'intéressant. Et c'est un projet qui ne pouvait convenir, je pense, qu'aux fans de l'artiste, il y a qu'eux qui pouvaient finalement y trouver leur compte, et même ça, j'en suis pas sûr. Vol à haut risque. Moretti is very disappointed in you, and he wants you dead. Alors ça, quand même, j'étais très triste. Le retour de Mel Gibson au cinéma, le retour de Mel Gibson à la réalisation, et c'était trop bizarre parce que, je sais pas, nouveau film de Mel Gibson, bon, généralement, c'est quand même un événement. Surtout que c'est son retour à la réalisation depuis quoi? Mais depuis quasiment 10 ans, une bonne dizaine d'années. On se prend généralement des claques avec Mel Gibson à la réalisation, c'est souvent aussi des gros projets, et là, non, pas du tout. C'est un tout petit film, tout naze, avec Mark Wahlberg que j'aime beaucoup aussi, donc c'est vrai que sur le papier, il y avait des choses qui pouvaient me plaire, et c'était mais tellement insignifiant comme projet. C'est un petit film qui est pas très long, à petit budget, qui est prévisible, qui est pas spectaculaire. On est dans une sorte de huis clos, dans un tout petit avion pour un Mel Gibson, c'est trop chelou, je vous jure, si tu ne sais pas que c'est un film de Mel Gibson, il n'y a aucun moyen de le savoir, de le voir à l'image. En plus, Mark Wahlberg est même pas plaisant à suivre, il en fait des caisses, il est ridicule, c'était moche, on sentait les effets spéciaux de partout, et qu'est-ce que ça a bidé cette année, je me souviens même pas si je l'avais mis, vous savez, dans la vidéo des bids de 2025, mais ça aurait pu, on était sur un budget de 25 millions pour 48 millions de dollars de recettes, donc voilà, ça a pas pris, et j'étais du coup, comme je le disais, très triste d'avoir assisté à ça, surtout que c'est une séance qui m'a marqué, parce que alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le film à 22h, c'était au UGC La Défense, je vois le film à 22h, je vais au métro, et là je me rends compte que j'ai fait tomber mon porte-monnaie et mes écouteurs dans la salle de cinéma, donc là je dois courir au cinéma, vous savez, à minuit 10, pour récupérer mon matos, mes papiers. Heureusement, j'ai réussi à tout récupérer, plus de peur que de mal, mais ça aurait rendu ma séance encore plus catastrophique que ce qu'elle l'était déjà. Alpha. T'as pas parlé de ton oncle, là. Mais pourquoi? Tu restes là. Mais pourquoi tu le laisses pas? Parce que c'est comme ça. Ça a été la déception totale de la part de Julia Ducournau après Grave et Titane. Grave, que j'avais adoré, alors Titane, j'avais beaucoup moins aimé, même si ça avait pris quand même, oui, la Palme d'Or à Cannes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun de ces films deviennent des petits événements en France. C'est généralement des longs métrages qui ne te laissent pas insensible, qui te sortent de ta zone de confort, où tu te sens vraiment mal à l'aise devant ça, au point même d'avoir envie de gerber. Grave, ça m'avait vraiment donné cette envie de gerber durant ma séance. On ressent du coup des émotions qui sont folles, même devant Titane, même si ça m'avait moins plu. Et là, pour Alpha, non, que dalle! Je n'ai absolument rien ressenti durant toute la durée du film. En plus, c'était super long, alors on va parler de quoi? On va parler ça va parler un peu de traumatisme autour du sida avec une vibe Covid au niveau de l'univers. On a une photographie qui est vraiment dégueulasse. Je pense que d'un point de vue visuel, il y a seulement la fin qui était plutôt cool. Mais tout le reste, oh là là, qu'est-ce que c'était moche. Taraïm et caricatural. Je pense que le seul point positif du long métrage, c'est peut-être la partie prothèse, maquillage, qu'on peut noter ici, oui, en positif, sinon tout le reste, non. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je suis en train de me remettre en question par rapport au cinéma de la réalisatrice, parce que je pensais adorer son cinéma après Grave. C'est une réalisatrice que je voulais suivre. Titane, j'ai dit, j'ai moins aimé, et Alpha, j'ai détesté, et en plus de ça, j'ai l'impression que la femme, Julia Ducournau, a l'air de commencer à se prendre, à se la péter un petit peu, et ça aussi, forcément, ça me plaît pas trop. On verra ce que ça donnera par la suite, mais en tout cas, je commence à douter aujourd'hui du fait d'être autant intéressé par la suite de sa filmographie, en tout cas, si ça continue comme ça. Et certains l'aiment chauve. Tu les as fait où, tes implants? Un petit peu partout, principalement sur le crâne, évidemment. À partir de dorénavant, Je suis ton air coach, ton partenaire. T'as capté? Partenaire. Ça, vous savez, on aurait limite pu penser que ça allait terminer plus haut dans ce flop, c'est dire vraiment les daubes qu'il y a encore derrière. Mine de rien, ça a été un projet qui a été assez coûteux, avec un duo Kev Adams et Michael Youn. On se souvient très bien de leur pub au Festival de Cannes où ils étaient venus, vous savez, chauves. C'est ça qui avait un petit peu lancé la promo autour du film, et déjà rien que là, on se disait, mais waouh, c'est quoi la catastrophe qui arrive? Et tout ça, toute cette promotion, pour que ce soit un énorme bide en salle,
C'est un projet finalement qui est extrêmement quelconque, un petit truc d'1h20 où ça raconte rien. Alors oui, ça fait pas forcément de mal, mais tu sais déjà dès l'affiche, dès les bandes annonces, tu sais qu'il faut pas aller voir ça, qu'il y aura rien à en tirer, que ça sera pas drôle. Tu vois le casting, tu vois l'affiche, tu sais que ce sera un truc de merde. Donc oui, c'est un petit projet qui servait à rien, qui était pas drôle, qui était malaisant, avec des messages timides, plein de petits sketchs sur le fait de cacher sa calvitie. Et donc oui, je vous mettais que j'étais content sur la miniature parce que ce projet a totalement bidé en salle et justement, il faut que ces films bident, on n'en veut plus. Ça sera malheureusement pas la dernière comédie française qu'on va évoquer dans ce flop des films de l'année. Comme chaque année, on est toujours très bien servi par les comédies françaises pour ce type de vidéo, pour les flops. La guerre des mondes. Alors ça aussi, waouh, La guerre des mondes, version 2025. Alors on est sur un nouveau film, La guerre des mondes, on le sait, il y en a eu plein, c'est à la base, voilà, à l'origine c'était un roman, et puis des films sur la guerre des mondes, il y en a eu plein, dont un de Spielberg. Et cette fois-ci on se retrouve devant un film Covid, qui est sorti super tard. Alors c'est vrai que quand tu vois le film, tu sens que oui c'est un film Covid, mais tu sais pas pourquoi ça a mis autant de temps à sortir c'était sur quoi? C'était sur Prime. Vous savez, c'est un long métrage un petit peu comme Cherching, où tout se passe du point de vue du PC. C'est finalement un genre de film que j'aime plutôt bien parce que généralement au niveau du montage on peut se retrouver devant des choses assez intéressantes, même si là on en fait un peu trop, c'est presque un peu épileptique, il se passe beaucoup trop de choses à l'image. Et en vrai, j'étais presque parti en fait pour vous dire que vous aviez été un petit peu dur avec le film parce qu'il est sorti bien plus tôt cette année, mais je l'ai rattrapé seulement la semaine dernière, où je me suis dit que oui, ça pouvait potentiellement être un bon candidat pour un flop de fin d'année. Et là où je voulais en venir, c'est que pendant 10-15 minutes, en vrai, ça va, et puis ensuite, c'est la cata. Le film commence à se transformer en giga nanar pas ouf, avec un Ice Cube qui est ridicule, qui a des réactions trop bizarres par rapport à tout ce qui se passe. C'est disproportionné, vous savez, il y a des passages où parfois le mec va se lever de sa chaise et être en mode « Ouais, trop bien, waouh !» Alors qu'il se passe des choses de fou, il y a ces enfants qui sont sur le point de mourir, etc. Mais c'est complètement dingue. T'as l'impression en fait qu'on lui a dit, on l'a posé devant l'ordinateur, devant la caméra, avec un bureau en face, et on lui a dit, voilà, en mode random, fais plein de réactions dans tous les sens, et puis ensuite au montage, ils ont fait n'importe quoi. En plus, les dialogues sont absolument horribles, je vous jure, ça en devient vraiment drôle à suivre. Donc malheureusement, je trouvais que les gens avaient été durs au départ, mais ça se plante totalement. Ça faisait partie, oui, des gros flops de cette année. C'était absolument ridicule. On aurait mieux fait de ne pas sortir le film plutôt que de le sortir là pour un film Covid 5 ans plus tard. God Save the Tuche. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur. À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison. Ah ouais, je vous disais aussi. Et vous savez quoi? Ça sera pas la dernière comédie française qu'on va évoquer ici. God Save the Tuche. Bon alors ça par contre, ça a fonctionné au box-office, ça a même mieux fonctionné que le dernier opus, le 4ème. Donc là on voyait une saga qui était potentiellement sur la pente descendante. Ça a repris un petit peu du poil de la bête, et ça, du point de vue du box-office. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'était naze, qu'est-ce que c'était con. On retrouve du coup cette fois-ci les Tuches à Londres, et c'est réalisé d'ailleurs cette fois-ci par Jean-Paul Rouve. Ça, sur le papier, c'était quelque chose qui pouvait faire aussi un petit peu peur, et oui, on avait raison d'avoir peur parce que les gags sont malaisants. Je me souviens, ça rigolait même pas dans ma salle de cinéma. Il y a pas mal de passages qui sont insupportables, des personnages qu'on peut même pas écouter. Moi, Pierre Lotin, il me fait vraiment peine à voir dans ce rôle, alors qu'à côté, tu vois que c'est un brillant comédien. Vraiment, il faut qu'il arrête avec ce rôle. Et je me souviens, mais c'est aussi une séance qui m'a presque traumatisé cette année. Je devais me rendre un dimanche vers 16h au UGC La Défense en avant-première pour le voir. Il faudrait peut-être que j'arrête avec le UGC La Défense. Et du coup, je sors de chez moi, je vais au métro, et pas de chance, les métros sont en travaux ce week-end, et du coup, j'ai dû courir dans tous les sens, prendre un bus, courir, etc., etc. Finalement, je suis arrivé à ma séance vraiment avec seulement 1 minute d'avance, mais malheureusement, au bout de 5 minutes de film, je me disais vraiment, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pour ça que depuis 1h30, je cours. C'était horrible, insupportable. Donc oui, les Tuches, un bon retour box-office, mais ça a tout quand même pour finir dans un flop de fin d'année, tellement c'était gênant. Atoman. Waouh! Alors ça oui, Atoman, c'est un projet qui a vraiment marqué l'année, c'est sorti d'absolument nulle part, et ça avait tout, mais vraiment
tout pour finir dans ce flop. Déjà oui, comme je le disais, c'est sorti de nulle part. On a commencé à entendre parler du film sur Twitter quand on a vu certaines séquences ridicules qui ont été diffusées par certaines personnes, et c'était tellement naze que forcément ça a piqué notre curiosité. On est ici face à un film de super-héros marocain avec, attention, l'artiste, le rappeur est Sami Nasseri, et alors oui, ça rend pas du tout honneur au continent africain et au Maroc, malheureusement. On a du coup une addition de mauvais acteurs entre l'artiste qui est là, et oui, déjà sur le papier c'est ultra chelou, et quand tu vas dans le film, c'est encore plus bizarre. Surtout que c'est très chelou, t'as l'impression que le costume était trop grand pour lui, c'était ridicule, c'est pas un acteur et ça se sent. Et Sami Nasseri, oh là 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 là, mon dieu, le mec ne sait plus parler, il ne doit plus parler. Mais quelle tristesse, mon dieu, c'est totalement inaudible, et tout est surexplicatif, c'est le degré zéro de l'écriture, et le pire dans tout ça, c'est que ça va se prendre au sérieux. Rien que l'affiche, en fait, tu vois que ça se prend au sérieux, et quand tu vois le résultat, non, faut pas. Je vous jure, c'était un enfer à suivre pendant un petit peu moins d'1h30, et les effets spéciaux, là aussi, oh là 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 là, c'était le cirque total. C'était terrible d'un point de vue visuel, c'était nul, c'était la honte. Pareil pour le montage, c'est un projet qui faisait très amateur, le film n'a rien pour lui, mais bon, au moins, on a bien rigolé devant cet ovni qui est sorti cette année et qu'on n'attendait pas. Toute pour une. Je peux vous aider. Vous savez ce qu'on fait aux femmes déguisées en hommes? On les pend. Ça aussi, énorme flop sur absolument tous les points. Je pense que des gens pouvaient s'attendre à me voir le mettre en première position. Alors on savait déjà que ça allait être naze, et finalement c'était encore pire que prévu, ce projet des 3 mousquetaires, vous savez, avec des femmes. Donc oui, déjà sur le papier on savait que ça allait se faire démonter. Ça a seulement fait, attention, 15 000 entrées. J'ai rarement vu un bid aussi fort. C'est presque finalement, vous savez, oui, un projet parodique qui va se moquer des hommes indirectement, voire même directement, et donc là aussi, vu que c'est pas très fin, ça allait se faire démonter, là aussi. On est dans un délire comique, mais pas trop, c'est une comédie, mais aussi un western, ça se prend parfois au sérieux, c'est un peu bizarre, et c'était très pauvre au niveau du casting, avec des gens qui malheureusement, que j'aime bien généralement parfois. Du coup, c'était encore plus malheureux de voir ces femmes dans ce projet qui est extrêmement kitsch, et il n'y a rien à en tirer. On dirait une parodie, de toute façon on voit l'affiche, on sent de toute façon que ça va être naze. Et comme je le disais, oui, parfois ça se prend au sérieux, et pourtant il n'y a pas d'histoire, il y a des personnages qui vont seulement d'un point A à un point B. C'est les plans sont nuls, c'est mal cadré, l'éclairage est à chier, c'est beaucoup trop sombre quand on est dans les séquences de nuit en intérieur. Donc là aussi c'est un projet qui n'a vraiment pas grand chose pour lui. Ça faisait presque en fait un projet étudiant paumé dans un coin de la France. C'était nul, c'était consternant. Et je sais pas quel était le but. Est-ce que le but c'était de servir les femmes? Là aussi, merci pour le résultat, c'est pas du tout ça qui va aider la cause. Donc ouais, on était vraiment face à un projet ridicule. Et pour ce type de projet avec quand même un petit peu de budget, faire seulement 15 000 entrées au cinéma, j'ai rarement vu un flop aussi puissant en salle, et vu comment c'était naze, on est même pas triste. Et numéro 1 de ce flop, film 2025, Le Grand Déplacement. C'est de la merde. Vous allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Des Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. Et donc oui, pour moi, Le Grand Déplacement est le pire film de l'année. C'était super naze. Alors déjà, c'est une séance aussi qui m'avait marqué, parce que je crois que j'avais enchaîné, je pense, dans la même semaine, Certains Lames Chauves et Le Grand Déplacement, donc oui, là aussi, semaine assez traumatisante. Et oui, c'était complètement naze. Il y avait pourtant quelques petites attentes ici pour ce nouveau film de Jean-Pascal Zadi après Tout Simplement Noir, et c'était naze. Que font les acteurs ici? Même eux, je pense qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette merde. Il y a des scènes qu'ils ont tournées où je pense que même eux, ils disaient non mais là on est vraiment en train de faire de la merde. On a quand même Reda Kateb ici, mais que fait Reda Kateb, qui est un mec que j'adore? Que fait-il dans ce type de film? Je faisais référence à des scènes qui m'ont marqué, pas en bien. Il y a une scène de danse au milieu du long métrage qui est vraiment ridicule. L'écriture est nulle, le montage est nul, on dirait même pas un film de cinéma. Vous savez, j'ai pas mis Toute pour une en top 1, parce que Toute pour une, même si ça faisait très projet étudiant, on sent que le projet, en tout cas, on a voulu bien faire, entre guillemets, c'est complètement naze, mais on sent que, voilà, on a quand même pris le projet au sérieux. Là, c'est pas du tout le cas. On dirait une team de potes qui, ils ont pris un caméscope, ils ont filmé n'importe quoi, et puis voilà, ils ont sorti ça au cinéma. Je vous jure, ça fait là aussi très projet étudiant.
c'est du ni fait ni à faire en fait. On a simplement voulu miser en fait sur le casting et assembler des gens qui ont de la notoriété et profiter justement de leur notoriété pour espérer faire des entrées. Et là aussi, heureusement, ça a bidé, ça a seulement fait un petit peu plus de 100 000 entrées. Donc que ce soit ça, toutes pour une, ou certains l'aiment chauve, vraiment, encore une fois, merci d'avoir fait planter ces films au cinéma, parce que ça ne mérite absolument rien, ça ne mérite pas notre temps, pas notre argent, c'est du foutage de gueule intégral, et du coup oui, Le Grand Déplacement, c'est pour moi le pire truc que j'ai vu cette année. Cette panne n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est un bus coréen. Oui. Et ça en est tout du coup pour cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver demain pour parler de choses un petit peu plus cool, le top film de 2025, même si, comme je le disais, très peu de coups de cœur, et on va revenir du coup dès demain sur tout ça. En tout cas d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite.